Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Au Congo, Guy-Brice Parfait-Kolela s'investit candidat à la prochaine élection présidentielle de mars 2021. Elle a été investie par son parti, l'Union des démocrates humanistes Yuki, ce 1er février. C'est sa seconde candidature à un scrutin présidentiel. La Banque mondiale suspend son financement en faveur de la République démocratique du Congo. 100 millions de dollars étaient censés être injectés en faveur de la gratuité de l'enseignement. Une suspension décidée après la publication d'un rapport révélant l'existence de fraude. Et enfin, une dette publique extérieure qui se creuse au Kenya. Selon la Banque centrale du pays, elle s'est chiffrée à la fin 2020 à plus de 34 milliards de dollars. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, elle s'intitule Alliance Victoire. Au Tchad, plusieurs responsables de partis politiques issus de l'opposition se sont entendus pour former ce qu'ils appellent une alliance électorale. Ils ont signé un manifeste selon lequel les partis s'engagent à présenter un candidat unique en vue de la prochaine élection présidentielle prévue pour le 11 avril 2021. Parmi les signataires de ce manifeste figurent notamment deux poids lourds de l'opposition, Saleh Kebzab et Mahamat Amat Alabo. Une stratégie adoptée pour tenter de détrôner le président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 1990. Le chef de l'État tchadien qui devrait être investi candidat ce 6 février par son parti, le Mouvement patriotique du salut. C'est sa seconde candidature à une élection présidentielle. Au Congo, Guy-Brice Parfait-Kolela a été investi ce 1er février par son parti, l'Union des démocrates humanistes Yuki, candidat à la prochaine échéance présidentielle prévue pour mars 2021. Candidat malheureux au scrutin de 2016, il avait récolté un peu plus de 15% des suffrages. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Le candidat de l'Union des démocrates humanistes Yuki à la présidentielle de mars 2021 est connu depuis le 1er février 2021. Il s'agit sans surprise de Guy-Brice Parfait-Kolela, candidat malheureux en 2016. Malgré toutes les irrégularités potentielles qui ont conduit d'autres plateformes de l'opposition congolaise à décliner leur participation à ce scrutin, celui que l'on surnomme Paco croit que la victoire est possible. Ici et maintenant, moi, Guy-Brice Parfait-Kolela, fils de Bernard Bakana Kolelas, petit-fils de Ngamvuka, petit-fils de Samba Ndongo. Je dis oui, je vais à l'élection présidentielle afin de relever le défi qui nous est lancé, le défi du développement. Âgé de 60 ans, Guy-Brice Parfait-Kolela est à son deuxième test après l'échec de mars 2016, malgré les 15,4% de voix obtenues. Il invite ainsi ses partisans à participer massivement à l'opération actuelle de révision spéciale des listes électorales qui vise à maîtriser le corps électoral avant le 16 février 2021. Bien que les bureaux d'enregistrement d'enrôlement aient été réduits, faites de votre mieux, déplacez-vous. Massivement allez faire votre devoir d'enrôlement et ce de façon à ce que le 17 et 21 mars, vous fassiez votre devoir de citoyen, allez voter. Ne suivez pas ceux qui vous disent qu'il a gagné. Faux! Avec le surprenant retrait de la course à la présidentielle de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti de l'ancien président de la République Pascal Lissouba, ainsi que d'autres plateformes d'opposition, Parfait-Kolela demeure l'unique opposant de renom à cette élection, dont le vote des militaires se déroulera le 17 mars et celui des civils le 21 mars 2021. Elle devait décaisser 100 millions de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. La Banque mondiale a annoncé ce 1er février la suspension de cet appui financier censé soutenir la gratuité de l'enseignement dans le pays. La raison de cette suspension, la publication d'un rapport de l'inspection générale des finances qui révèle plusieurs cas de fraude. Plus de précisions dans ce sujet d'Ameneji. Suite à l'arrestation du directeur national du service du contrôle et de la paie des enseignants et l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, après un rapport de l'inspection générale des finances qui avait saisi la justice en RD Congo, la Banque mondiale a suspendu son financement. Ayant conditionné son assistance à la gratuité de l'enseignement, l'institution envisageait déjà de décaisser 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année. Cette situation met en péril deux choses. La première, c'est la réputation de la RDC vis-à-vis
vis-à-vis de ses partenaires commerciaux, notamment les USA, qui ont renoué commercialement avec le pays, ou encore de ses partenaires financiers comme la Banque mondiale, qui soutiennent le pays en cette période de crise, notamment sur le plan de l'éducation. Il faut dire une autre chose, c'est que ces détournements portent un coup fatal au projet si cher au président Félix Tshisekedi. Cela sème le doute aux yeux des partenaires. En juin 2020, la Banque mondiale a approuvé un financement de 800 millions de dollars afin de soutenir la gratuité de l'enseignement primaire et public en RD Congo, le grand projet du président Félix Tshisekedi lancé en septembre 2019, mais il existerait des listes gonflées d'enseignants fictifs dans des écoles inexistantes, de fausses factures ainsi qu'un détournement présumé de 62 milliards de francs congolais. On se rend bien compte que finalement, le nombre pléthorique et de faux enseignants dans l'éducation nationale congolaise montre à ce que la gratuité pourrait ne pas correspondre notamment aux besoins exprimés par le président Tshisekedi, puisque cet argent, on se rend bien compte, au lieu d'aller directement sur le plan pédagogique au bénéfice des élèves, rentre dans les poches de certains enseignants et de certaines personnalités haut placées dans les institutions de la RDC qui gèrent les finances du pays. Le coût de la gratuité de l'enseignement public instauré en République démocratique du Congo par la Banque mondiale avait été évalué à 2,6 milliards de dollars, soit une bonne partie du budget de l'État, chiffré à 6,8 milliards de dollars en 2021. L'actualité, c'est également ce cri d'alerte lancé par Amnesty International. L'ONG réclame aux autorités guinéennes d'élucider, je cite, les conditions de la mort en détention d'au moins 4 personnes. Des personnes décédées dans la prison centrale de Conakry en l'espace de 2 mois. 3 d'entre elles sont des militants de l'Union des forces démocratiques de Guinée, principal parti d'opposition du pays. Amnesty International évoque par ailleurs des conditions de détention précaires, alors que la capacité d'accueil de la prison centrale est de 200 détenus. Elle en accueille environ 2000. La dette publique extérieure se creuse au Kenya. Selon les données de la Banque centrale du pays, elle est passée de 28,2 milliards de dollars en 2019 à 34,4 milliards de dollars à la fin de l'année 2020. Face à cette situation, quelles sont les pistes envisagées par le gouvernement? Élément de réponse avec Lorita Simbo. Au Kenya, au cours de l'année 2020, la part des investisseurs étrangers dans la dette publique kenyane a augmenté de plus de 22%, soit plus de 6,2 milliards de dollars selon la Banque centrale du pays. Selon les chiffres de cette institution, la dette publique extérieure du Kenya est passée de 28,2 milliards de dollars en 2019 à 34,4 milliards de dollars à fin 2020. Désormais, les investisseurs étrangers détiennent près de 52% de la dette publique kenyane contre environ 51% en 2019. Le gouvernement s'oriente vers une reconfiguration de son portefeuille de dette extérieure, ce qui aura évidemment des conséquences sur le financement de ces dettes. En mai 2020, la Banque mondiale avait approuvé un financement de 1 milliard de dollars en faveur du Kenya pour renforcer la lutte contre le coronavirus et soutenir son économie. Quelques jours seulement après, un décaissement de 739 millions de dollars du Fonds monétaire international avait été également approuvé au Kenya dans le même sens. Le Kenya peut réduire sa dette extérieure en faisant quoi? En exportant davantage. Ça veut dire quoi en d'autres termes? En produisant davantage. Il faudrait que le Kenya pense également à exporter plein d'autres choses au-delà des fleurs. Il faudrait que le Kenya en même temps exporte des services. Exporter des services, ça veut dire quoi? Développer suffisamment du tourisme. C'est-à-dire attirer des gens qui viennent au Kenya pour regarder des stations de tourisme, des monuments historiques, des chaînes de montagnes qu'on ne retrouverait pas partout ailleurs. Le paysage, le panorama qui est parmi les plus beaux d'Afrique, cela lui permet donc par voie de conséquence de réduire sa dette extérieure. Notons que la dette publique kenyane continue de grimper. Elle est passée de 54,9 milliards de dollars en 2019 à plus de 66 milliards de dollars en 2020, ce qui représente une progression de 20,3% en glissement annuel. En janvier 2021, le Kenya a réussi à obtenir des moratoires sur le remboursement de près de 600 millions de dollars de dettes liées à plusieurs de ses créanciers extérieurs. Au Niger, le secteur touristique subit les foudres du coronavirus. Selon l'Association nationale des professionnels du tourisme, près de 14 000 salariés issus du sous-secteur de l'hôtellerie se sont retrouvés au chômage depuis le début de la pandémie. Le Centre national de promotion touristique dresse lui aussi un bilan dramatique. Plus de 80% des établissements ont été en cessation d'activité entre mars et juin 2020. Philomène Tine.
La crise sanitaire due au Covid-19 a considérablement affecté le secteur du tourisme et de l'hôtellerie partout dans le monde. Au Niger, près de 14 000 personnes se sont retrouvées au chômage depuis le début de la crise dans le seul sous-secteur de l'hôtellerie, selon l'Association nationale des professionnels du tourisme. À en croire l'Agence de la promotion du tourisme du Niger, une perte de plus de 11 milliards de francs CFA a été également enregistrée dans le secteur. Même si sa contribution à la richesse nationale demeure très faible, le tourisme reste parmi les secteurs les plus affectés par la crise liée au coronavirus, ce qui risque de retarder les projets de valorisation de l'attractivité du pays par l'augmentation de son industrie touristique qui devrait participer à titre de rappel à promouvoir le développement durable et la lutte contre la pauvreté, notamment à travers la conservation, la valorisation du patrimoine, l'art et l'artisanat. Entre mars et juin 2020, plus de 80% des établissements touristiques avaient cessé leur activité au Niger. Les professionnels du secteur estiment qu'il est nécessaire de centrer les intérêts sur la promotion du tourisme interne. Toutefois, la filière du tourisme au Niger était déjà sous le coup d'une insécurité depuis une décennie. Au-delà des mesures immédiates de soutien au secteur du tourisme, les autorités doivent poursuivre 3 priorités aux côtés des professionnels du secteur. Donc d'abord, en assouplissant les restrictions de déplacement et collaborer avec les professionnels du tourisme. Ensuite, redonner confiance aux voyageurs et stimuler la demande en s'appuyant sur des campagnes de promotion du tourisme interne, avec notamment l'émergence d'une nouvelle classe moyenne avec un pouvoir d'achat relativement élevé. Enfin, préparer des plans globaux de relance du tourisme afin d'adapter les destinations, d'encourager l'innovation et l'investissement et de repenser les secteurs du tourisme. Le Niger regorge d'énormes potentialités touristiques. Le secteur est pour le pays un instrument majeur de développement économique et un catalyseur de la croissance nationale. Elle est à la fois actrice, écrivaine et humoriste. Au Burkina Faso, Roukiata Ouedraogo se distingue par sa polyvalence artistique, un chemin qu'elle n'aurait jamais imaginé emprunter. Elle qui envisageait de se lancer dans le stylisme. Reportage de notre correspondante Victoria Sedji. Des tas de métiers différents pour en arriver à celui d'humoriste. Il faut assez de hargne pour y parvenir et ça, elle l'a réussi. Arrivée en France en 2000, Roukiata Ouedraogo voulait devenir styliste. Après avoir fait du chemin dans la cosmétique et aussi quelques échecs, c'est l'art dramatique et le cinéma qui lui ouvrent en fin de compte les bras. Je me suis dirigée vers la scène un peu plus tard parce que je voulais exprimer en fait des choses que je ne pouvais pas exprimer en tant que maquilleuse puisque j'étais maquilleuse. J'ai fait des tas de boulot. J'ai été caissière, femme de ménage, en fait j'ai tout fait. Vu que je viens d'un pays africain, du Burkina Faso, où il y a un accent, les gens me renvoyaient beaucoup à cet accent. Donc pour pouvoir prendre la parole et avoir suffisamment confiance en moi, j'ai décidé de faire des cours de théâtre. Et c'était juste un stage de prise de parole. Et suite à ça, un de mes professeurs m'a motivée. Il m'a dit, écoute Roukiata, il y a quelque chose, il faut absolument que tu viennes t'inscrire à l'école. La native du Burkina Faso reste intègre à ses origines. C'est d'ailleurs au pays de Thomas Sankara que le succès lui sourit pour la première fois. Son spectacle Yéléga, l'épopée des Mossé, écrit en 2008, la révèle au monde francophone. Gros coup de buzz pour celle qui ne forcera plus certes, mais qui a énormément travaillé pour s'imposer dans un milieu jadis masculin. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les hommes, il y a de la place pour les femmes. Donc elles sont, je trouve ça formidable qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent monter sur scène et parler de ce qu'elles veulent aujourd'hui. Je trouve ça génial. Que les femmes puissent se revendiquer humoristes et trouver les places. Avec près d'une dizaine de productions à son actif et plusieurs rôles dans le cinéma, Roukiata Ouedraogo est devenue l'un des visages féminins de l'humour les plus sollicités. Elle parcourt les scènes, partage ses chroniques avec des milliers d'auditeurs et spectateurs, offre sa voix pour des doublages. Auteur d'un livre intitulé Du miel sous les galettes, Roukiata est aussi engagée auprès de différentes associations au Burkina Faso, dans l'éducation et la santé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.